Échos, la France dans tous ses états, le face-à-face. La France dans tous ses états, le titre de cette émission est particulièrement indiqué pour parler du sujet de notre invité du jour, François-Xavier Ménage, journaliste. Et vous publiez chez Lafon un document historique, politique, qui fera date. On peut évidemment le compléter. Et je crois que c'est un constat et c'est un témoignage percutant et pertinent. Vous êtes un journaliste de terrain, je suis journaliste moi-même. Jamais le mot terrain ne m'est apparu, je disais, aussi pertinent et percutant qu'en lisant votre livre. C'est un boulot énorme. Vous êtes allé dans la France que l'on ignore, que l'on méprise, les oubliés. C'est un titre tout à fait indicatif. Je dirais même, c'est un voyage au pays du réel, un réel que l'on ne veut pas voir ou que l'on ignore. Les oubliés, ce sont tous ces gens qui sont en marge, qui sont dans ce qu'on appelle la périphérie. Jérôme Fourquet et Jean-Christophe Guilly ont disserté sur les conditions sociologiques et géographiques. Vous allez les voir, vous les rencontrez, vous les faites témoigner. On se dit que si la France en est là aujourd'hui, c'est que la situation est vraiment très grave. D'autres personnalités comme Axel Kahn, Jean Lassalle, Gérald Delandrieux, mon confrère, ont traversé la France à pied pour voir. C'était cette même démarche. Vous vous êtes pas contenté de traverser la France, d'aller voir ces paysages. Vous êtes allé décrire des situations humaines, des réalités qui sont bouleversantes. C'est quoi les oubliés en un mot? Et d'abord, merci pour vos mots, parce que ça me touche beaucoup. Le livre, j'ai d'abord écrit avec mon ventre, et je l'ai écrit en tant que journaliste et pas autre chose. Je vais vous donner un exemple de reporter. C'est une infirmière dans un désert médical comme il y en a tant en France. Les sables du désert médical n'arrêtent pas de bouger. C'est une infirmière qui en arrive pour aider des patients qui n'ont plus de médecin, donc ça veut dire plus d'ordonnance. Eh bien, cette infirmière, elle travaille une partie de sa journée bénévolement. Elle les fait pas payer. Elle les fait pas payer, avec un coût immense pour elle, pour sa famille, pour sa santé. Et le cœur de ce livre, c'est de se dire, que se passe-t-il quand ces soldats du quotidien, invisibilisés, eux, dont on parle peu, qui n'ont pas toujours envie de prendre la parole, mais qui ont en revanche le sentiment d'être méprisés, qu'est-ce qui se passe quand leur moteur à eux s'arrête ou est sur le point de s'arrêter? On est dans le sacerdoce, voilà. On est d'accord. Là, on est dans le sacerdoce. Et à un moment donné, ils peuvent flancher. Ils peuvent flancher. Et pourtant, ils flanchent pas. Parce que, bien sûr, la plupart du temps, quand ils flanchent pas, c'est que ça leur coûte encore un peu plus. Et développe chez eux une colère qui n'est pas la colère qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est pas le dégueulis, c'est pas les sauts de merde que on peut se prendre dans la gueule quand on allume son ordinateur, son téléphone et parfois aussi la télé. On est dans toute autre chose. Cette colère, elle est insondable, on en parle rarement, elle n'est pas populiste cette colère, elle est intrinsèque à de nombreux Français qui ont le sentiment de donner, mais de ne pas recevoir assez. Et on parle pas de fric, on parle de reconnaissance. C'est une colère qui est quelquefois passive, qui est assumée. C'est un inventaire que vous faites. Vous faites un inventaire des réalités et des vulnérabilités. Vous tenez beaucoup à ce terme, des vulnérabilités françaises. Quand on pourra pas décrypter la totalité du livre, il faudrait 3 émissions et vous reviendrez certainement pour nous en dire davantage. Quand on lit votre ouvrage, quand on voit quand on fait le point, quand on a fini le livre, on se dit mais la nation le pays dans lequel nous sommes n'est pas une nation, n'est pas toujours une nation, n'est pas toujours une république. C'est pas possible que l'image que nous avons de la France, le pays des droits de l'homme, le pays des droits sociaux, le pays de la tolérance, la liberté, égalité, fraternité, j'en parle même pas. Les scènes que vous décrivez, les situations que vous décryptez sont indignes pour la France. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Alors, certaines sont, c'est vrai, indignes, choquantes, étonnantes, et je précise bien que les oubliés peuvent être partout, y compris à l'autre bout de la rue. Il faut arrêter de penser que ceux qu'on ne connaît pas sont ceux qui habitent à l'autre bout de la France. Ils peuvent être partout. Vous le prouvez, ils sont partout. Et c'est pas seulement la périphérie, c'est pas seulement le monde rural, c'est vraiment, ça peut être partout. Mais il y a quand même des étincelles d'espoir. Et je vais vous donner juste un exemple qui relève du sémantique. C'est que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, et il y en a des centaines en l'espace de 4 ans, emploient le « on » et pas le « je », disent « nous » et pas « je », évoquent du collectif, un esprit de métier, évoquent une territorialité dans ce que ça a de positif. Et donc, moi, je considère qu'il y a quand même encore énormément d'étincelles d'espoir. J'en rends compte aussi dans le livre, parce que tout n'est pas pourri, tout n'est pas en train de se péter la gueule. Et par ailleurs, j'ai oublié de vous dire le plus important, il y a un seul critère, si je puis dire,
pour évoquer le casting de ce livre. C'est que tous les Français que j'ai rencontrés sont dans l'action. Il n'y en a aucun, le cul sur son canapé, en train de dire que c'est foutu. Tous agissent, donc on ne pourra pas leur faire ce reproche-là. Ils font société, mais ils aimeraient qu'on les aide à ce que ce soit plus facile, que l'on parle à la fois des normes, des contraintes, et aussi, une question qui, moi, je trouve est abyssale, qui définit aujourd'hui la France ? Pas un à baisser les bras. Ouais. Y en a qui vous disent leur résignation, leur souffrance, et je crois que leur dernier espoir, c'est de continuer à se battre, hein. Que ce soit celle qui a vécu toute sa vie au SMIC. Un des premiers témoignages, c'est Patrick Arnay, c'est le conducteur, SDF, vous titrez SDF, et pourtant il a un CDI à la RATP. Un CDI, c'est-à-dire qu'il a un emploi, un contrat à durée indéterminée, un emploi fixe. J'allais dire simplement rémunéré, mais ça tombe tous les mois. Pour autant, il n'arrive pas à trouver le logement. Il vit dans sa voiture. Ouais. Mais c'est ça. Quand on voit ça aux infos, on dit bon, c'est un phénomène, épisodique. Non, c'est une réalité. Et là aussi, il faut rentrer dans les détails, parce que c'est en contextualisant qu'on se rend compte aussi du moteur qui est celui de ceux qui, effectivement, ont envie quand même de servir. C'est vraiment pas une phrase qu'on entend souvent. Cet homme qui, maintenant, est en train d'avoir une situation qui s'arrange, parce que la RATP, qui l'embauchait en CDI, a fini par lui proposer un logement, parce que la RATP a un parc social. Mais tout ça ne se fait pas. Il n'y avait rien de disponible au moment où il était. Il n'y avait rien de disponible, et c'était très très long. Et d'ailleurs, au début, il n'osait pas demander. Ça aussi, c'est une partie de la France silencieuse. Et ce qu'il avait comme priorité dans son budget chaque semaine, c'est de passer au pressing pour que sa chemise blanche, qui est celle qu'il utilise dans les transports en commun quand il conduit des bus, que cette chemise soit impeccable. Eh bien, je pense que ça résume effectivement une France de la débrouillardise. J'ai tendance à dire la débrouillardise contrainte, subie, mais débrouillardise quand même. Dans sa misère, parce que c'en est une de ne pas avoir d'habitat, et il avait la chance d'avoir une voiture, vous parlez de quelqu'un d'autre qui vit sur des cartons, il avait gardé le sens de la dignité. Et on sent cette énergie à l'intérieur, on reste droit, même dans l'adversité. Oui, il y a l'ingratitude au bout de la rue, là c'est les éboueurs, là aussi, profession essentielle, dont certains vivent un cauchemar. Enfin, c'est... Applaudis pendant le Covid, et dès que c'est terminé, au revoir, on n'applaudit plus. Et moi, j'ai suivi un jeune homme qui était donc dans les rues de Paris, qui se lève très tôt le matin, évidemment, pour nettoyer ses rues. Alors, il a le physique de, on pourrait dire un peu, Justin Timberlake ou Matt Pokora. C'était assez étonnant, c'est la mairie de Paris qui m'avait proposé de le suivre, lui. Et donc, il nous expliquait, vous voyez cette rue-là, 5h50 ou 6h, on va tout nettoyer, et on va repasser 45 minutes plus tard. On est repassé 45 minutes plus tard, je faisais le reportage pour TF1. Et les poubelles étaient encore plus pleines. C'était le bordel absolu. Immondice. Voilà, je suis pas en train de dire que tous les Parisiens sont dégueulasses, évidemment que non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette notion de vivre ensemble est plus ressentie, plus pratiquée par certains que par d'autres, et ça donne une société à deux vitesses, mais on parle jamais de cette société à deux vitesses qui est celle du vivre ensemble ou pas du vivre ensemble. Voilà. Vous décryptez, François-Xavier Ménage, des situations qui sont notre quotidien, notre réel. Je me rends compte que je passe ma vie à passer à côté de ce genre de choses. Il y a des moments où vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui coince, mais il y a des situations où on peut pas imaginer que c'est ça. Donc les oubliés, c'est vraiment les oubliés. Je rappelle aux éditions Robert Laffont, vous nous appelez au 0826 300 300, auditeurs de Sud Radio, j'ai vraiment besoin de votre témoignage. Appelez, parce que je suis sûr que vous aussi vous connaissez ce genre de situation. Peut-être que vous y êtes même directement confronté. En tout cas, vous savez bien que ce que François-Xavier nous raconte aujourd'hui, c'est une réalité française et elle n'est pas mineure. Alors, il y a la brigade de la RATP, les Vivre Ensemble, là aussi, hein, c'est Didier Robinou. Là aussi, témoignage extraordinaire. Donnez-nous un exemple, par exemple, de ce que tu as. Sur ces brigades, effectivement, de la RATP, en gros, alors là, pour le coup, ils se prennent des claques matin, midi et soir quand ils font des contrôles pour vérifier que les usagers ont ou non des tickets. Et ça déborde. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir des scènes de drogue, de vente de drogue. Alors, c'est évidemment pas dans toutes les stations de métro de Paris, mais c'est vrai. Et parfois, il faut même appeler, d'ailleurs, des agents de sécurité privés. En tout cas, la violence s'est installée aujourd'hui dans les rapports minimums. Hein, voilà, exactement, c'est ça. Les rapports minimums, je crois que vous avez donné un mot-clé. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui, au quotidien, font en sorte que ce rapport minimum soit un peu enrichi. Et puis, il faut voir la passivité, le côté effectivement méprisé de ceux qui utilisent ces transports et qui font pas le boulot qu'il faudrait, c'est-à-dire réfléchir à l'autre. Aussi bêtement que ça. On est au-delà de la résilience, là, vous êtes d'accord? On est au-delà de la résilience, mais je prends soin quand même à chaque fois de préciser que vous avez quand même des soldats du quotidien qui sont très nombreux. C'est probablement le premier parti de France
Ils ont parlé. Le parti de la débrouillardise. Ouais. Ils ont parlé facilement, j'allais dire vous les faire parler, on sent qu'à un moment donné, c'est vous qui avez usé de beaucoup de perspicacité pour qu'ils arrivent à se confier à vous. Alors, moi, ma méthode, elle est simple et pas simple. Mais j'ai tendance à dire qu'il faut aller vers ceux qui lèvent pas le doigt. Et donc, je fais parfois du porte-à-porte. Je vais arrêter des gens spontanément dans la rue avec une idée précise en tête, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'insécurité, est-ce qu'on parle de problème migratoire, est-ce qu'on parle de pouvoir d'achat. Ensuite, on discute. Et après, quand on voit qu'il y a une matière intéressante et que cette personne face à moi est OK pour parler, alors là, on peut passer 1 journée, 2 journées, 3 journées avec cette personne. Et c'est là, je pense que des scènes qui révèlent, qui racontent notre société, eh bien, elles font sens et elles permettent de surgir. Donc ça, c'est le premier principe. Je ne vais pas vers ceux qui lèvent le doigt spontanément, en tout cas pas tout le temps, loin de là. Pourquoi vous intéressez à moi? C'est pas intéressant ce que j'ai à vous dire. Et là, je pense qu'il faut combattre. Et je vais vous donner un petit détail qui, en fait, moi, me heurte. J'ai des collègues ces dernières semaines qui m'ont dit mais pourquoi t'as fait un bouquin sur les oubliés? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ou alors, mais écoute, c'est bizarre que tu t'intéresses à ça. Mais alors, déjà, et puis d'autres qui me disent aussi mais c'est un peu militant de faire ça. Alors attendez. Oui, c'est le militantisme du reporter et du journalisme. On est payé pour aller voir des gens qui n'ont pas la parole. François-Xavier Ménage, on marque une petite pause et je vais vous poser la question là-dessus parce que ce que vous avez à dire est très important. À tout de suite. Vous restez sur Sud Radio pour nous écouter. Sud Radio. Nous sommes avec François-Xavier Ménage qui a publié Les Oubliés. Vous voyez, c'est un terme simple, hein, les oubliés, mais on n'imagine pas à quel point il y a des oubliés en France, mais c'est même la France qui s'oublie. C'est la République qui est oubliée, ce sont nos valeurs qui sont oubliées. François-Xavier Ménage, 2 scènes, 2 chapitres, elles sont au début du bouquin. Elles m'ont perturbé, je vous jure, c'est l'association La Scala à Nemours, association pour de la musique, qui est dans un quartier de mixité, brûlé pendant les émeutes de juin 2023, brûlé, détruit, comme vous dites, par les grands frères de ceux à qui cette initiative était destinée, et puis ce club de boxe de Mohamed Oudji à Amiens, félicité par le président de la République, c'est brûlé également, et rien derrière. C'est quand même 2 cas qui sont emblématiques de la folie dans laquelle on vit et de la tragédie que l'on traverse. Et d'abord de héros. Alors je prends bien soin de préciser qu'à chaque fois, bien sûr. Les incendies, c'est quoi? Ils sont 2, 3, 4, hein, et évidemment on va pas généraliser, mais c'est 2, 3, 4 qui foutent un bordel ensuite sans nom parce que ça casse le tissu social et le rapport aux autres. Et dans le cas de cette association... Ils se mettent dedans pour essayer de la protéger, et puis finalement ils n'y arrivent pas, et elle est brûlée, entièrement brûlée. Exactement, c'est pour l'association culturelle La Scala et ensuite pour Mohamed et son club de boxe à Amiens qui fabrique accessoirement, disons-le, j'ai envie de lui rendre hommage, des champions d'Europe, parfois même du monde. Il va les chercher dans la rue, il se débrouille pour leur trouver des logements, il appelle d'anciens footballeurs pour dire est-ce que tu peux pas me louer ton appart parce que là j'ai une graine de star qui deviendra quelqu'un, mais il faut l'aider. Mohamed, c'est un héros. C'est une machine à gagner, c'est l'honneur de la République. Il a été salué par l'Élysée et il se sent aujourd'hui, après avoir été salué, sali. Pourquoi? Parce qu'il peut pas reconstruire sa salle de boxe, alors qu'il est l'exemple même du vivre ensemble et que dans un quartier où il y a rien, même pas de supérette, dans cette banlieue d'Amiens, eh bien, il est cet espoir. Et l'espoir, à force d'être cabossé, eh bien, c'est difficile de se relever. Il se relève quand même tous les jours. Donc racontons ces parcours qui donnent une autre image, effectivement, de la volonté d'y arriver quand, pour le coup, on n'est pas aidé. Revenons à Nemours, association La Scala, musique, avec des instruments de musique, un très joli local, dans un quartier difficile, sociologie particulière, et des enfants, des gamins, viennent apprendre de la musique, alors que si cette association ne s'était pas trouvée là, ils n'auraient jamais pu accéder à cette culture musicale. Ça brûle, ils sont obligés d'aller dans une espèce de zone commerciale, artisanale extérieure, qui n'a plus rien à voir, c'est loin du quartier. Ça veut dire que les enfants du quartier, comment s'appelle le quartier où était la Scala à Nemours, je me souviens plus. Je l'ai plus en tête. Voilà, peu importe. Ces enfants-là ne pourront pas continuer à accéder à de la musique qui leur faisait du bien, qui les intégrait ou qui les épanouissait, en tout cas qui leur ouvrait l'esprit. Et donc c'est tout à fait autre chose. Et ben rien, pas de pouvoir public, pas d'initiative, j'allais dire politique, pour que cette Scala soit reconstruite à l'endroit où elle était. En tout cas, voilà, pas à la hauteur de ce qu'aurait voulu l'association. Là aussi, sans caricature aucune, la mairie répond, on a aussi beaucoup d'autres urgences, cet incendie, ça nous coûte une fortune, les assurances ne marchent pas, on pourra reparler d'énormes ensuite, mais il y a un moment, il faut se battre des mois et des mois et des mois. Maintenant, ça se compte en années pour qu'ensuite, il y ait reconstruction. Et ce qui est important,
à souligner aussi dans le cadre de cette association, mais c'est vrai pour tellement d'autres, c'est que vous avez des centaines de milliers de personnes qui essayent de faire du bien et que ce bien-là n'est pas toujours reconnu pour ce qu'il devrait être et qu'au bout d'un moment, il y a une fatigue qui fait que c'est pas possible de continuer. La responsable de l'association, certains, ils sont une infime minorité, lui ont dit ne revenez pas. Oui. Ne revenez pas parce que... Vous dites ça, ne qu'est-ce qui revenez se pas. passe ? Si on donne un peu le contexte, il y a une notion de défiance. Et donc, quand des associations sont traitées comme peuvent l'être des responsables politiques locaux ou des députés, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que aujourd'hui, c'est-à-dire que les émeutiers ont considéré que l'association qui était faite pour eux c'est la même chose que les représentait élus. l'État, la Ou les- police, ou les l'autorité, policiers, voilà. et on fout le feu, Et c'est sans là- savoir ce que c'est. C'est là où c'est un peu embêtant, c'est le moins qu'on puisse dire, Oui. parce que effectivement, il n'y a plus d'hiérarchisation. Donc, on est dans un flou, avec un problème de verticalité qui est évident, et qui en paye le prix ? Les habitants qui n'ont plus cette association et les bénévoles qui agissent et qui se disent mais jusqu'à quel point je vais pouvoir continuer dès l'instant où en face on me dit ne venez plus. J'insiste, c'est une infime minorité, mais sauf que ça crée un sentiment de peur et après, eh bien on va plus de l'avant. Quant à Mohamed Oudji, donc l'animateur du club de boxe d'Amiens, comme vous dites, il a fait. Alors là, on peut dire qu'il a fait des miracles. Hein, et c'est vraiment. Il pourrait être qualifié d'utilité publique. Bien sûr. Il est reçu. D'ailleurs, le gouvernement l'a dit comme tel. Hein, il a été salué par l'ancien ministre des Sports. Il est reçu à l'Élysée, je crois. Oui, le président de la République l'encourage en disant continuez. on sera là, bien entendu, parce que rappelons que Emmanuel Macron est d'Amiens, donc il connaît bien la réalité de ce terrain. Et j'ai du mal à croire quand vous dites, eh ben il ne s'est rien passé. Non, La parole présidentielle n'a pas eu de suite. La salle a toujours pas été reconstruite. On voit des débris encore à même le sol et ce responsable vraiment d'association qui est, j'insiste, un fabricant de stars sportives. Oui, bien sûr. Eh bien, il est obligé de bosser sur des tatamis avec un club de judo ou de karaté qui dit mais attendez, c'est bon là, on n'a pas envie de partager notre salle parce que nous-mêmes c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que c'est perdant pour tout le monde. Et cet homme est vraiment, j'insiste, un ambassadeur du vivre ensemble. Un parce héros. il y a tout. Je dirais un héros de la République. Un héros de la République. Il vient du Maghreb. Il lâche rien. Il s'est investi, s'est intégré. Il fait vraiment tout pour que la République, et il en Il parle s'appelle bien avec des Mohamed trémolos. Oudji, Ouais, hein. exactement. Voilà. Il parle de cette notion de République avec une force que j'entends assez peu. Et ben, je pense que, justement, il faut donner la parole à ces personnes qui ont les deux mains sur le volant et qui connaissent mieux que d'autres la manière dont la France... François-Xavier Ménage, il nous donne une leçon. Mohamed Oudji, il nous donne une leçon de démocratie, de citoyenneté, de responsabilité. Alors je ne sais pas s'il a une vocation politique, mais je serais un homme politique aujourd'hui, j'irai voir cet homme et je m'inspirerai de son enseignement, de sa ferveur, de son énergie, parce que ce sont des gens comme ça qui vont sauver la France. Bien Voilà. sûr, je vous en donne un autre. Oui, je vous donne un autre exemple. allez-y. Une prof qui avait fait Sciences Po, étudiante brillante, et qui avait d'ailleurs, dans sa promo, rencontré des personnalités qui aujourd'hui sont députées à l'Assemblée. Et elle dit non, mais moi je voulais pas ce parcours-là. Et donc elle arrive ensuite dans une ville juste à côté de Paris, dans le Nord, qui est en difficulté, c'est moins qu'on puisse dire. La ville et le lycée où elle va donner donc des cours, et le plafond tombe. Et quand il pleut littéralement sur les élèves. Et elle dit, quand on offre ça à des élèves, retenez cette phrase, c'est le rapport à la République qui s'abîme. Et je trouve que ça aussi c'est important à rappeler, soyons factuels, l'État dépense plus pour des élèves lycéens à Paris qu'en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Et donc, là aussi, le boulot du reporter, c'est d'aller voir là où ça va pas, pour faire le constat. C'est pas moi qui donnerai les solutions. Vous savez qu'un jour, celle qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement m'avait engueulé sur une émission de télé, elle m'a dit oui, mais enfin bon, là, vous donnez une France toute noire et vous apportez pas de solution. Elle m'avait engueulé, j'avais voulu poursuivre la conversation après avec elle, elle avait tourné les talons. Vous l'avez pas inventé cette phrase, hein, Non, François-Xavier. mais ce qui est certain, c'est que nous, on n'est pas là pour apporter des solutions, Non. on est là pour décrire. Mais il y en a, cela dit, plein dans le livre. Des petites solutions localement qui sont inspirantes. Ça sera ma conclusion, parce que là, on est en train d'égrener les tragédies et les souffrances. Bien sûr que à la fin de votre ouvrage, on voit bien qu'il y a une lueur. Ce chapitre-là, vous l'avez intitulé « La longue glissade des premiers de cordée ». Ça veut dire que le premier de cordée, qui, dans la tête, tel que l'avait défini Emmanuel Macron, c'est le gagnant, c'est le puissant. Le premier de cordée, c'est pas celui-là, forcément. C'est aussi celui qui, en bas de l'échelle, fait en sorte que les autres s'en sortent. Et ces gens-là, aujourd'hui, en France, ils n'existent pas. On les considère pas. On les considère pas, et une fois de plus, ce n'est ni du misérabilisme ou du populisme que de parler ainsi. Et l'autre problème, qui est très important, un problème de fond politique, c'est que, malheureusement ou heureusement, on a parlé d'eux un moment, pendant le Covid. Oui. Et on a fait des promesses. Le Covid On a dit que... et les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, voilà. c'est vrai, tout à fait, qui sont deux moments très importants qui sédimentent énormément de choses dans cette colère, même si moi, la mienne est encore beaucoup plus large. Votre couverture est jaune, c'est Ouais. un Pas petit... du tout. Bon, d'accord. Non, parce que Mais j'ai c'est cru le que post-it. c'était le Non, manifeste des Gilets jaunes. D'un certain Gilet jaunisme, vous voyez. Mais ça fait partie de la réalité française. Oui, mais sauf que, je vais vous surprendre, j'ai quasiment plus personne qui me parle des Gilets jaunes sur le terrain.
comme si cette colère-là était maintenant dépassée, évaporée, vaine. Je pourrais pas vous répondre, mais beaucoup. Et si elle avait décuplé, qu'on voyait pas là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si elle était devenue une forêt qui un jour peut rebrûler. Alors, c'est là où moi mon boulot s'arrête là. Je ne sais pas, mais parce on a bien dit. À la fin de votre livre, on peut être inquiet. On peut être inquiet, mais pour autant, si on n'apporte pas les solutions que vous suggérez et que d'autres suggèrent, on a peut-être matière à s'inquiéter. On a matière à s'inquiéter, même si la colère, j'insiste, qui est très présente dans ce livre, elle est souvent indicible, elle est invisible, elle est difficile à ranger. Et en vérité, je crois que, rappelez-vous, en septembre, on s'est tous dit, quand il y avait une journée d'action qui était prévue, qui ressemblait un petit peu à celle des Gilets jaunes, on s'est trompé. Il n'y a pas eu, en tout cas, de basculement de quelque sorte que ce soit. Rien ne se passe comme on croit. Il n'y a pas de météo politique. Rien ne se passe comme on croit. En revanche, et c'est l'intérêt de ce livre, j'espère en tout cas qu'il sera perçu comme tel, c'est que dans un pays où on est tous complètement paumés, on a un nuage qui fait que vraiment c'est compliqué d'avoir des perspectives et de comprendre quel est l'état de cette société. C'est super qu'on ait des politologues, des sociologues qui nous disent aujourd'hui quel est le thermomètre. Mais il y a un moment, c'est super le thermomètre, mais il faut voir ce qui pousse sur la terre. Et donc, c'est le terrain qui nous permet de comprendre un tout petit peu plus les soubresauts très violents qui traversent la France, cette France qui avance beaucoup plus vite qu'on ne croirait. Et donc je pense qu'il faut la décrire, cette France qui avance. En tout cas, vous avez pris le thermomètre. C'est pas qu'un thermomètre, il y a aussi une ordonnance, bien sûr, mais surtout vous avez décrit la diversité des situations, l'ampleur des souffrances. Et chez les plus malheureux, jamais un mot méchant, jamais un mot de haine. Oui, un mot de ressentiment, un mot de détresse. Tout en s'excusant. Jamais d'animosité en disant pas d'esprit de vengeance, pas d'esprit de revanche. C'est fabuleux. C'est très très juste ce que vous dites, parce que c'est effectivement une colère très intériorisée qui bien souvent ne se traduit pas politiquement. Parce que je suis obligé d'être tout à fait transparent avec vous. Le livre est politique par définition puisqu'il parle de notre pays aujourd'hui. J'en doutais pas. Mais quand est-ce que je parle politique avec mes interlocuteurs ? Et ça m'a frappé de m'en rendre compte au fur et à mesure de l'écriture de ce livre. C'est parce qu'à chaque fois, c'est moi qui évoquais la question. Vous voulez que je vous dise ? Tout le temps. Et pourtant, ce n'est jamais ça. Et ce n'est jamais ça. Et c'est ça la politique. Vous restez avec nous parce qu'on est avec François-Xavier Ménage qui a écrit Les Oubliés. Et là, on va parler des paysans. Et là aussi, il y a beaucoup à dire et des témoignages absolument percutants. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette France des oubliés ? On attend vos témoignages au 0826 300 300 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Nous sommes avec François-Xavier Ménage qui a écrit Les Oubliés, qui a conçu, j'allais dire, qui a vécu Les Oubliés avec un parcours de 4 ans dans la France de la souffrance. Ce sont des tragédies qui dépassent les faits divers insurrectionnels parce qu'on suggère à un moment donné qu'évidemment, un jour, ça peut péter. Pour l'instant, ça ne pèse pas. Un avertissement historique quand même que votre ouvrage vous pointez. Alors là, la fracture sociale, elle y est. On en parle beaucoup, consécutive à l'insouciance, l'aveuglement, la surdité, j'allais dire l'arrogance de la classe politique, consécutive à quoi ? Des lâchetés, des démissions, des désertions même, pour ne pas dire des collaborations d'un système avec un gâchis gigantesque. Un des plus gros gâchis, c'est notre patrimoine agricole. Il devrait nous rendre le pays le plus heureux, et nos paysans devraient être les plus heureux. Et vous avez vécu de la détresse aussi, des situations absolument inextricables. En prenant un exemple concret qui est un virus qui est en train de frapper, donc c'était il y a 1 an, qui était en train de frapper une grande partie des troupeaux en France. En tout cas, on avait peur que ça soit encore plus grave. Ça venait de Hollande notamment. Ça continue, il y en a d'autres. La langue bleue. Et ça, c'est fascinant, tristement fascinant de voir que des agriculteurs qui ont mis parfois tout leur argent dans une entreprise familiale où ceux qui ont 75 ans aident encore leurs enfants et des petits-enfants qui aident aussi tout le monde dans le même bateau, pour résumer. Et là, ça se pète la gueule. Et ça se passe dans une souffrance sans nom. Et le seul qui les aide est le vétérinaire qui va, là encore, un peu comme l'infirmière dont je parlais tout à l'heure, va travailler souvent bénévolement et va être cette écoute et cette attention qui fait que les agriculteurs ne tombent pas. Et ça, c'est une... J'allais pas dire majorité, mais c'est une minorité silencieuse qui fait aujourd'hui l'agriculture en France, qui n'est pas représentée, qui n'est pas évoquée et dont on ne dit pas bravo. Et je pense que ces mots-là sont peut-être tout aussi essentiels que les aides économiques dont ils pourraient prétendre. Ce sont des scènes du 19e siècle que l'on voit dans Dickens en Angleterre ou dans Zola en France, où le médecin prête l'argent pour les médicaments. Mais on est en 2025, on n'est pas en 1865 ou en 1850. Il y a des situations qui n'ont... Alors,
qui n'ont pas évolué. On est revenu, on a fait une marche arrière sur des cas. Votre chapitre suivant s'appelle Silence, on trime. Une femme qui a été au SMIC à vie. Au SMIC à vie. Et c'est cette France qui fait ses courses, la calculette à la main, puisqu'une fois elle n'a pas pu payer, elle a dû rentrer chez elle sans prendre ses courses. C'est là où elle a décidé de faire des enveloppes dans une boîte en métal. Et ensuite elle va avec Patrice, son mari, je crois, et avec la calculette, elle fait les courses au centime près. On pensait que c'était des cas isolés. Non, il y a des gens qui font les courses en grande surface au centime près. Ce qui est très fort avec le témoignage de René, c'est que, puis je l'ai longuement suivi, sur des mois et des mois, donc je connais vraiment son histoire. Près de Rennes, je crois. C'est le luxe du reportage, exactement, en Bretagne. Elle voulait pas qu'on donne le lieu exact, donc évidemment je respecte. Mais pourquoi justement elle voulait pas ? Parce que même quand elle calcule avec son téléphone portable le montant du caddie, il ne faut pas que ça se voie. Elle le cache. Elle le cache pour des raisons qu'on comprend éminemment. Mais son objectif de vie était qu'elle puisse dépasser le SMIC. Et sans râler, sans crier, sans rien du tout. Et quand on parle d'une France de profiteurs, prenons l'exemple de René, parce que arrive le moment où elle ne peut pas payer sa facture de chauffage dans une maison qui est très énergivore. Elle va voir le secours catholique. Elle va voir le secours catholique qui, très vite, parce que sa situation est compliquée, lui dit « on va vous donner une enveloppe, justement, pour le coup, un coup de main ». Qu'est-ce qui se passe juste après ? René dit « je vous rembourserai sur 12 mois ». L'association dit non, on vous donne cet argent. Elle dit c'est hors de question, d'autres ont plus besoin que moi. Voilà un récit qui... Le sens de l'honneur, voilà. Et en se disant, il y a peut-être plus malheureux que moi. Exactement. Et ça, ce sont des témoignages qu'on n'entend jamais. Et c'est une France qu'on décrit peut-être pas assez, parce que je pense que justement, l'arme du reportage, j'insiste, c'est justement de décrire ces nuances qui vont nous faire comprendre, c'est le principe du livre, que en fait la France n'est pas tout à fait aussi caricaturale que ce qu'on voudrait faire croire. Alors François-Xavier, nous avons Jean-François qui nous appelle de Sabonnières. Il dit « Je suis céréalier et oui, nous sommes les oubliés ». Jean-François, vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, vous voulez poser une question à François-Xavier Ménage ou vous voulez témoigner de quelque chose ? Non, moi je vais vous témoigner tout simplement, quoi. Nous, le monde agricole, pendant un an, on a bloqué. Voilà. On s'est battu bête et ongle. On nous a promis tant et plus. Et à la sortie, il n'y a rien du tout. Vous êtes dans quelle région ? Où se trouve Sabonnières ? Au contraire, j'aime mieux que ça. Ils veulent nous diminuer la PAC de 18%. Où est-ce que vous êtes, Jean-François ? Comme la mienne, il n'y aura plus d'agriculture. Jean-François, où est-ce que vous êtes en France ? Jean-François ? À Sabonnières, je suis dans le 31, limite du 32. En Haute-Garonne, près du Gers, entre Gers et Haute-Garonne, d'accord. En pleine Gascogne, voilà. Quoi, si on peut dire. Voilà, en pleine Gascogne, un bon Gascon. Qu'est-ce que vous produisez ? Voilà. Qu'est-ce que vous produisez ? Des céréales ? Donc 18% là sur la PAC qui va arriver. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France ne maîtrise plus rien. C'est Mme van der Leyen qui fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, les agriculteurs ont une monnaie d'échange pour que Mme van der Leyen continue à vendre des voitures allemandes à l'étranger. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Vous avez vécu des situations tragiques ou non, vous-même, personnellement, Jean-François ? Moi, je vais vous dire, moi, personnellement, non. Mais autour de vous ? Autour de moi, j'en ai vu, quoi. Voilà. Moi, je suis arrivé un jour chez deux agriculteurs, avec un mois et demi d'écart. Je pense que je suis arrivé au bon moment. Sans ça, ça aurait été, oui, un petit peu plus et y passer à l'acte. Oui, je pense. Voilà, quand vous voyez quelqu'un à qui vous parlez régulièrement, qui a le sourire et tout, et puis que là, le gars, vous lui parlez, mais il n'est plus là, quoi. Pourtant, on a eu des initiatives politiques, Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, Gabriel Attal devant Samuel Defoin, justement, je crois que c'était dans le Gers, qui dit qu'on va tout changer, qu'on va prendre le dossier à bras-le-corps. Et on en est où aujourd'hui ? Mais rien du tout. Mais je vais vous dire mieux que ça, on est en train de nous passer une taxe sur les engrais azotés. Je pense qu'on va plus pouvoir produire. Oui. Et voilà. On entend presque votre colère, au fond de vous. Pour les engrais azotés, je vais le truc un peu arriver. Des engrais que j'ai achetés, moi, 390 €, vaut aujourd'hui entre 560 et 580 €. C'est donc, clair. Quand vous avez une semis qui fait 28 tonnes, regardez combien ça fait, et quand il vous en faut 3 ou 4, regardez combien ça fait. Voilà.
Et au commerce extérieur, est-ce que... On n'a personne Oui, qui défend vraiment mais l'agriculteur. c'est surtout la concurrence de pays où on peut produire une agriculture avec des denrées interdites en France, des ingrédients, et vous êtes soumis à cette concurrence déloyale, et je ne parle pas du Mercosur. Jean-François, merci pour votre témoignage. Effectivement, ça corrobore tout à fait que ce que François-Xavier, vous voulez réagir. Juste un mot sur effectivement ces lois qui se sont multipliées avec beaucoup de bonnes choses à l'intérieur de la vie générale. Sauf que qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez aussi une fabrication de normes, de règles qui étouffent quand on arrive encore à gérer des dossiers. Pour ce qui est des dossiers pour les aides de la PAC, il faut voir la complexification qui est très très compliquée pour des agriculteurs, et certains qui disent bon, je laisse tomber parce que je vais pas y arriver. Mais derrière, il y a quoi ? Il y a aussi, et c'est une vraie question de fond de société, qui est si vous n'avez pas les armes juridiques, si vous n'arrivez pas à comprendre quelles sont toutes ces normes qui s'accumulent, eh bien vous coulez aussi. Je donne l'exemple d'élus qui rappellent 400 000 normes quand on est maire. Il faut jongler avec 400 000 normes. L'expression que vous utilisez, c'est les normes qui abîment la République. Oui. Et quand vous avez par exemple la construction d'une route, et que, c'est ce que me dit le maire de Dreux, et que vous devez vérifier s'il y a de l'amiante sur le bitume, lui-même dit, mais vous connaissez beaucoup de Français qui vont lécher des routes. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Vous embauchez des juristes. Vous êtes obligé de demander à votre personnel en mairie de se former pour essayer de comprendre des décrets qui parfois sont d'ailleurs antinomiques les uns protocole à côté des administratif autres. complexe. Et une fois de plus, ce n'est pas du populisme. Moi, dans le livre, je compile toutes les promesses des anciens présidents de la République et de l'actuel, nous disant que ça y est, on va désépaissir le mammouth et que ça va se faire vraiment de manière extrêmement efficace. Bon, c'est le contraire. Et derrière, et ça, c'est un ingrédient de base aujourd'hui de la colère, c'est qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et quand ces promesses ne sont pas tenues, elles abîment le rapport à la politique, avec de moins en moins de personnes qui considèrent que la politique leur parle. Et donc, mon constat, c'est que pour beaucoup de Français, sans que ce soit là encore un jugement, la politique est dans la pièce d'à côté et on est en train de fermer la porte. C'est le cas pour les familles monoparentales, là aussi des situations tragiques. Et cette maman qui... au bout du compte, est obligée d'aller chercher des couches au Restaurant du Cœur. Elle n'ose même pas formuler la demande, et c'est le responsable du Restaurant du Cœur qui lui propose. Ouais. Mais le nombre de bébés et de très jeunes enfants aidés par les Restos du Cœur et l'explosion du nombre de ces cas depuis maintenant 10 ans est alarmant. Alors ça va bien 28 000, vous dites 28 000 bébés sont nourris directement ou indirectement par les Restaurants du Cœur. Et les Restos du Cœur disent on fait un travail qu'on n'a plus les capacités de faire parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc rappelez-vous, il y a un an, on s'est tous demandé si ça allait pouvoir continuer. Coluche n'imaginait pas qu'il y aurait autant Au contraire, il se dit l'évolution fera qu'il y aura de moins en moins. Et il y en a de plus en plus. Et on en revient à cette question aussi d'associations qui disent on fait un peu le travail de l'État. État qui pour autant fait beaucoup de choses. Et puis objectivement, je voudrais pas être ministre aujourd'hui parce que c'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème d'efficacité qui est prouvé de toutes parts. Le principe du livre, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain quand cette efficacité... Les logements insalubres. Les logements insalubres, vous les citez, des cas qui sont mais hallucinants. Dormir dans des caves. Les tours de 14 étages en faillite. Sans ascenseur. Et des logements insalubres qui sont quand même loués. Alors, il y a l'administration, l'espoir des gens qui habitent là dans des conditions inhumaines. Et en leur disant non, on va réagir, la préfecture va agir. Pour eux, est-ce que ça aboutit ? Ça, c'est peut-être la métaphore aujourd'hui de ce que l'on demande à l'État. On parle d'ascenseur social, là c'est l'ascenseur tout court. 14 étages, Mulhouse, un immeuble qui effectivement était quelque chose de très couru dans les années 60 et qui aujourd'hui est en décrépitude parce que quelques-uns ne payent pas leurs charges. Et ensuite, ça devient une boule de neige et un fardeau. Résultat des courses, 2 ans qui n'ont plus d'ascenseur. Quand vous habitez au 14e, c'est quand même compliqué. Et à la fin, l'immeuble est tellement en décrépitude que c'est l'État qui va aider par le biais de la mairie. Et à la fin... Et ça, c'est tristement, malheureusement, la situation de pas mal d'immeubles en 2025. Pour sauver l'immeuble, il va falloir que la mairie transforme cet immeuble qui est issu du parc privé en HLM. Pourtant, et donc, là, il y a un naufrage. François-Xavier, les conditions d'habitation et de logement, ce sont, j'allais dire, des sujets, des dossiers sur lesquels le pouvoir public peut agir plus facilement. C'est des endroits qui existent, il y a des contrats de location. Il pourrait y avoir une présence administrative ou publique plus forte. Allez poursuivre les vendeurs de taudis. Les marchands de sommeil et autres. Ça dure des années, ils disparaissent, ils savent très bien comment disparaître, c'est parfois industrialisé. Ils sont quelques-uns à foutre un bordel sans
en ont, et généralement vous n'arrivez pas à les arrêter. Et pour autant, et là aussi il faut être tout à fait honnête, une ville comme Saint-Denis, qui est tristement connue comme étant la capitale du logement insalubre, vous avez des élus locaux et des fonctionnaires qui travaillent mais d'arrache-pied. Ils ont créé une police des logements insalubres. Donc ils font des efforts monumentaux, ils arrivent à obtenir des victoires, mais ça se compte souvent sur le temps long, c'est-à-dire en années, pour réussir à obtenir gain de cause. Donc il y a énormément de personnes qui se battent avec, franchement, il faut les saluer, mais ça ne suffit pas. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, vous nous appelez au 826 300 300, comme vient de le faire Claude, que nous prenons dans quelques instants, qui a besoin de parler de la France des oubliés lui aussi. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec François-Xavier Ménage, qui a publié Les Oubliés chez Robert Laffont, qui est un résumé à la fois terrifiant, mais plein d'espoir si la classe politique a le courage de s'en saisir sur la détresse française, sur la fracture sociale. Nous sommes avec Claude, qui nous appelle de Perpignan, en Catalogne. Bonjour Claude. Est-ce que vous êtes un... Oui, bonjour Perico. Oui. J'étais un habitué de la séquence de temps et la première fois que je vous ai en direct. Je vous félicite que ce soit vous, Perico. C'est un honneur pour moi aussi, mon cher Claude. Est-ce que vous êtes un oublié? Alors, est-ce que vous êtes un oublié ou est-ce que vous connaissez des oubliés? Non, alors des oubliés, si vous voulez, moi j'en connais parce que j'en suis entouré aussi. Ma fille fait des maraudes à Toulouse. Enfin, je veux dire, bon, des oubliés, on en voit partout. Mais je voudrais vous livrer simplement une réflexion. Quand vous parliez de classe politique, en fait, moi je me demande si un des drames actuels, c'est pas la coupure qu'il y a entre les gens qui font des carrières politiques, et ça c'est plutôt les gens qui sont au niveau national, alors que les maires comme celui qu'on a eu tout à l'heure, le maire de Vendée, là, qui a une réussite exceptionnelle. Christophe Hogarth, maire des Herbiers. Il y a beaucoup de gens en politique. Mais il y a des petits maires aussi encore plus méritants. Sciences Po et l'ENA, et là on apprend la macroéconomie, la macro-société. On n'apprend pas les gens, on voit pas les gens qui sont dans le cambouis, en fait. Et les oubliés, il y a ceux qui sont dans le cambouis, les maires, tous les gens qui s'engagent après, qui sont dans l'associatif et autres, et qui se dévouent pour essayer de résoudre les problèmes micro, mais qui empoisonnent la vie de tous les gens, alors qu'en haut, on a des gens, finalement, ils raisonnent en macro, ils voient rien, et puis ils n'entendent rien, quoi. Justement, François-Xavier Ménage fait un chapitre sur les maires, les petits maires, les oubliés de la République. Eux aussi, ce sont des héros. Justement, la maire d'une petite commune à 1 heure de Paris, vraiment 500 habitants, qui me dit « J'ai l'impression qu'on oublie la France ». Elle est sans étiquette et ce qu'elle raconte est très très intéressant. Et elle va plus loin, d'ailleurs, elle dit « Je suis pas la seule à avoir le sentiment qu'on nous oublie ». Les électeurs eux-mêmes oublient la politique. Et elle livre une scène qui, pour moi, résume incroyablement le rapport de certains Français, en tout cas avec la politique. Elle décrit, parce qu'elle les a regardés, les électeurs qui viennent dans sa mairie voter le jour des européennes. Et elle dit, ils sont hagards. Ils savent même plus, je caricature sa phrase, qui est gentil, qui est méchant, et si ça changera quoi que ce soit. Eh bien, décrire le visage de ces électeurs au moment où ils posent leur bulletin dans l'urne raconte quelque chose d'une fragmentation qui est pas très heureuse. Après, est-ce que c'est foutu? Évidemment que non, hein. Mais en tout cas, il faut questionner effectivement ce rapport à la politique. Pour beaucoup, c'est devenu quelque chose, je considère moi, de vaporeux. Et là aussi, c'est pas une bonne nouvelle, hein, bien sûr. Vous êtes en train d'expliquer, et vous le décrivez bien dans le livre, cette détresse, ces oubliés-là, c'est une machine à l'abstention. C'est des gens qui ne croient plus dans nos institutions, qui ne croient plus dans la classe politique. En gros, qui ne croient plus que la République, pour eux, c'est un vain move totalement virtuel. Et ils sont déconnectés. Hein, Claude, les gens, ce que vous dites, Claude, ils ne se reconnaissent plus dans leurs représentants. Oui, absolument. Bon, l'école on sait que c'est l'école la solution. C'est là où il faudra prendre le combat, le taureau par les cornes. L'école, quand vous la décrivez, il y a des scènes qui sont absolument ubuesques. Le lycée de la honte, à Pantin, lycée Berthelot. Non mais on a du mal à croire que c'est une réalité. Où les professeurs font des cagnottes pour certains enfants qui dorment dans la voiture de leurs parents, faute de logement. Je veux dire, c'est les profs qui font un boulot, déjà que c'est des héros, mais alors là, pardon, il faudra leur donner des médailles. Ils le font sans bruit, sans rien, et c'est une cagnotte litchi, et au bout de quelques semaines, on arrive à sauver des enfants qui vont pouvoir avoir un logement Airbnb. Voilà un peu le type de débrouillardise chez ces profs qui, par ailleurs, endurent quand même un quotidien pas très simple, et des élèves eux-mêmes, quand vous les interrogez, moi c'est ce que j'ai fait au
porte de Paris, ils disent mais attendez, à 4 km là, on a des établissements qui, c'est vrai, sont des établissements d'excellence, et nous, on a moins d'argent public dépensé pour nos études à nous, alors qu'on en a plus besoin. Et puis les petites écoles dans les tout petits villages, où généralement, vous savez, le budget pour les écoles maternelles et primaires, pour ce qui est des murs, ça relève de la commune. Il y a des inégalités, parce qu'il y a des communes, on le sait, mais on le rappelle, qui ont beaucoup d'impôts, qui touchent beaucoup d'impôts, et qui ensuite peuvent fabriquer ou retaper des écoles beaucoup mieux que là où il n'y a pas d'impôts. Eh bien, vous avez des élus, je prends l'exemple dans le Morbihan, des élus qui, 5 jours avant la rentrée des classes, début septembre, appellent tous les adjoints et aussi des ados à qui on va donner un peu d'argent de poche, et on repeint, et on s'occupe des fils électriques, et on repimpe d'une certaine manière ces écoles pour que le jour de la rentrée, le lundi, les parents et les élèves disent super, elle est quand même convenable cette école. Ça, personne n'en parle. Il n'y a jamais de publicité faite à ces élus qui sont les élus de la débrouillardise, et franchement, ils font société. On ne peut pas le dire autrement. C'est le cas de l'école Sainte-Anne à Bain de Bretagne, avec des profs qui mettent la main à la pâte pour... Et on fait des tombolas. C'est une école privée. Et c'est une école privée. Bien sûr. Et on fait des tombolas et on essaye de faire en sorte de récolter un petit peu d'argent. Donc, et puis on découvre ça. Il y a du mécénat pour des écoles aujourd'hui en France. Donc c'est intéressant aussi de voir ce système de débrouillardise où on va draguer des entreprises pour dire vous pouvez nous aider à retaper telle école. Ça c'est vrai dans le parc privé. Et ainsi l'école s'en sort un petit peu mieux. Donc qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas cette débrouillardise du quotidien dans les rues de France. François-Xavier Ménage, pour revenir ce que Claude dénonce, cette rupture entre les élites politiques et le peuple, vous avez forcément, au cours de vos enquêtes, de votre enquête, de ce voyage dans la détresse française, rencontré des élus. Vous avez interpellé forcément, je ne sais pas à quel niveau, c'est que vous avez vu quelquefois des ministres, mais en tout cas vous avez vu des parlementaires, vous leur en avez fait part. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui me disent, attendez, vous viendriez pas au ministère pour nous expliquer ce qui se passe sur le terrain? Ce à quoi je réponds, attendez que le livre sorte et puis vous me direz votre commentaire, mais moi j'insiste, je suis juste reporter. Mais... Et c'est un mode d'emploi, vous êtes d'accord? Alors le constat Non, mais rien que le constat, déjà de mettre le doigt sur ce qui fait mal, et ensuite les solutions, vous les suggérez, entre les lignes. En tout cas, solution de débrouillardise, c'est certain. Et puis, et moins de normes, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est transpartisan. Après, je ne suis que reporter. Et puis, c'est pas le bouquin d'un homme politique. Non. C'est tout le contraire. Et c'est la preuve. Vous faites un constat du réel, avec vos mots, les mots de la sincérité, le témoignage des gens qui vous parlent avec le cœur et avec leur tripes, et on sait qu'un homme politique va vous faire un discours anarchique. Voilà. Mais vous voyez, là aussi, il faut faire gaffe aux raccourcis, parce que moi, je rencontre assez peu de ces héros du quotidien, je rencontre assez peu qui disent ils sont tous pourris, de toute façon, je veux plus jamais entendre parler de la politique. C'est pas vrai. Ils savent aussi que c'est compliqué, ils savent qu'on manque d'argent, qu'on a quand même un budget qui va pas très 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 bien. Mais d'ailleurs, parallèle assez fou, le nombre de personnes qui m'ont dit mais attendez, moi je suis obligé de gérer mon budget, sinon c'est foutu. Or, au niveau de l'État, ça n'est pas le cas. Bref, ça c'est quand même aussi un décalage qui est assez peu expliqué par les dirigeants. Mais en tout cas, pour revenir à l'essentiel, c'est vrai aussi que y a aujourd'hui un désintérêt. Et puis on parle toujours de cette Netflixisation de la vie politique. Ah oui. Alors on a juste oublié une chose, c'est qu'en fait nous on est journalistes, on les regarde tous les épisodes. Mais dès l'instant où on ne regarde pas tous les épisodes, on commence à être paumé. Et là, c'est tellement complexe que, effectivement, ça participe du brouillard ambiant. Et beaucoup de Français qui disent, mais je ne comprends plus. Je vais vous donner juste une anecdote. Je ne comprends même plus. C'est la phrase que j'ai entendue à Brie-sur-Marne il y a 15 jours. Un jeune électeur qui avait un tract qu'on lui distribuait avec Bruno Retailleau dessus. Il dit, c'est qui ? Donc le militant LR dit c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Ah bon, il était ministre quand? Pendant 1 an. Ah bon, ça n'a pas duré 3 jours lui. Et le même électeur paumé d'ajouter je ne sais plus qui sont les gentils et les méchants. Donc ça raconte aussi ce désarroi et cette désorientation, disons-le, d'une partie en tout cas des électeurs français. Si tant est qu'ils puissent comprendre ce qu'il y a dans le tract, parce que vous avez même aujourd'hui des jeunes et des adolescents qui ont un problème de lecture à la 2e page, ils décrochent parce qu'ils ne comprennent pas. François-Xavier Ménage, on va parler évidemment d'un thème aussi douloureux, récurrent, qui est l'immigration. Vous l'approchez à votre façon avec beaucoup de précision, beaucoup de prudence. Vous dites, immigration, tout le monde est perdant. Oui, parce qu'il suffit de regarder le problème à 360, c'est-à-dire de suivre les migrants. Moi, je l'ai fait à la porte d'entrée et de sortie de notre nation. Ils rentrent dans le sud, à Menton, à la frontière italienne, et ils repartent par le nord. Et quand vous suivez des migrants sur plusieurs semaines, quand vous suivez parallèlement à ça, des policiers aux frontières, quand vous suivez des associations et des riverains, eh bien le regard de tout le monde, c'est pas possible autrement, c'est pour ça que le terrain est encore, je pense, la religion qui rend le plus éclairant et le plus éclairé, eh bien vous avez un regard qui change un peu. Et effectivement, c'est un jeu à somme négative et vous n'avez
que des souffrances, des incompréhensions, beaucoup d'incompréhensions. Ouais. La détresse humaine est devenue une réalité en France, dans des secteurs d'activité qu'on peut ne pas soupçonner, dans des catégories sociales même dont on se dit ils sont à l'abri. Personne n'est plus à l'abri aujourd'hui de la précarité, d'une détresse, d'une insuffisance, des gens qui finissent la fin du mois de façon, j'allais dire, héroïque, et pourtant, on garde espoir. C'est vrai, parce que le constat, et vous avez raison, il est double. D'abord, c'est qu'il y a quand même collectivement encore des capacités à s'en sortir. Après, les Français sont plus optimistes sur eux-mêmes que sur le collectif. Et puis après, il y a quand même des chiffres qu'il faut rappeler. Je les ai sous les yeux là. Mais bon, maintenant, c'était 10 ans dans les années 70 pour devenir proprio. Maintenant, il faut 23 ans. Donc cette crise du logement, elle est dingue. L'inflation, autre point important, elle n'est pas digérée pour beaucoup de Français. Et puis, accessoirement, et c'est le plus important, on parle de l'échelle sociale. Moi, je parle de gâteau. Le gâteau n'est pas en train de grossir. Et pour beaucoup de Français, l'inquiétude est de savoir quelle sera la part qui sera dans leur assiette pour eux, pour leurs enfants, sans compter ceux qui aident déjà leurs parents. Donc, tout ça rentre en compte de manière tellement plus intense qu'il y a 20 ou 30 ans. Je dis pas que c'était mieux avant, hein, clairement pas. Mais en tout cas, on est dans des dynamiques différentes, plus dures à décrire, plus dures à définir. Et c'est le principe du bouquin que d'essayer d'apporter un éclairage sur ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que, j'espère que ça éclairera ceux qui sentent paumés. Un très grand défi, parce qu'à la conclusion de votre bouquin, c'est la République, dans son esprit, dans son essence, qui a été oublié. François-Xavier Ménage, merci. Les Oubliés, aux éditions Robert Laffont, enquête aux racines de la colère française et plus encore. Nous allons retrouver Brigitte Lahaye qui va nous parler de sujets peut-être plus rassurants, peut-être plus, j'allais dire, réconfortants. Mais bon, c'est aussi une image de la France qui est dans tous ses états aujourd'hui. En l'occurrence, elle était très en souffrance, mais gardons espoir pour que les choses s'améliorent. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.